Bonjour. Maintenant, avant de commencer par une nouvelle unité électricité, on va rappeler quelque chose. Tout d'abord, on va rappeler la loi d'Ohm. La loi d'Ohm associée à un conducteur ohmique. Un conducteur ohmique de résistance R traversé par un courant d'intensité I est soumis à une tension électrique UAB égale RI. La résistance s'exprime en ohm dans le système international, l'intensité de courant en ampères et la tension en volts. Maintenant, si on travaille dans des circuits traversés par des courants variables et on ne connaît pas le sens du courant électrique dans ces circuits, qu'est-ce qu'on fait? On oriente le circuit, c'est-à-dire je prends un sens positif arbitraire, par exemple comme ça ou comme ça. Maintenant, l'écriture de la tension aux bornes du conducteur ohmique maintenant est basée sur ce sens positif. UAB, dans ce cas, je traverse le conducteur ohmique dans le sens positif de A vers B, remarquant UAB égale RI. Dans ce cas, le sens positif arbitraire choisi est de B vers A, alors UAB, je traverse le conducteur ohmique dans le sens contraire du sens positif, c'est moins RI. Ici, c'est plus RI, ici, c'est moins RI. Tout le monde d'accord? Mais, dans ce cas, il faut faire attention. I est une valeur qui peut être positive ou négative selon le sens choisi, le sens positif choisi. Remarquons, si I, par exemple, est dirigé dans ce sens, alors I doit être quoi? Négatif. Si I est dirigé dans ce sens, alors I est quoi? Est positif. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Donc maintenant, lorsque je choisis un sens positif, j'ai obligé de respecter ce sens. Si I est dirigé dans le sens contraire du sens positif, sa valeur doit être négative ici. Si I est dirigé dans le sens positif, alors sa valeur doit être positive ici. Tout le monde d'accord? Donc, la valeur de I ici ou là est une valeur liée au sens positif choisi. Maintenant, remarquons bien. Si je choisis si le courant est dirigé dans ce sens, alors je veux prendre I quoi? Positif. Si I est dirigé dans ce sens, alors I doit être quoi? Négatif. Tout le monde d'accord? Donc, une valeur positive de I, c'est-à-dire I circule dans le sens positif choisi, dans l'autre cas, I circule dans le sens quoi? Négatif. Maintenant, deuxième chose, voltmètre et ampèremètre. On sait que le voltmètre mesure la tension aux bornes d'un dipôle. Aux bornes d'un dipôle, de n'importe quel dipôle. Remarquons, chaque voltmètre possède deux bornes, V et COM. Le voltmètre indique toujours la tension UV-COM. Par exemple, remarquons, c'est un voltmètre branché aux bornes d'un certain dipôle. Remarquons, ça c'est le COM. Le COM est du côté du point B, alors V doit être de l'autre côté. Le voltmètre, dans ce cas, mesure la tension UV-COM. V-COM, V est lié à A, COM lié à B, c'est-à-dire UAB. Toujours, je commence par la lettre liée à V. Toujours. Remarquons dans ce cas. V est ici. COM est là. Le voltmètre mesure UV-COM, c'est-à-dire UBA. Je commence par la lettre liée par la borne V du voltmètre. Maintenant, remarquons bien. Une remarque très importante. Le voltmètre est choisi de telle manière que l'intensité de courant qui le traverse soit négligeable pour ne perturber pas le circuit. Le rôle du voltmètre est de mesurer une tension. Il ne doit pas perturber le circuit, c'est-à-dire il ne doit pas perturber l'intensité du courant dans le circuit. Pour cela, le courant qui traverse le voltmètre doit être négligeable.
Pour cela, la résistance du voltmètre doit être très grande, infinie. Lorsque la résistance est grande, l'intensité du courant est quoi? Est faible. Et ça, selon la loi d'Ohm. Maintenant, le voltmètre est équivalent à quoi? À un interrupteur ouvert, c'est-à-dire le courant qui traverse le voltmètre doit être très faible ou négligeable. Que veut dire le voltmètre ne doit pas perturber le circuit? Si I1 est l'intensité du courant qui traverse le dipôle. En branchant maintenant le voltmètre, d'après la loi d'additivité des intensités, I1 doit se diviser. Une partie va passer dans le voltmètre, l'autre partie, ou la partie restante, I2, doit passer dans le dipôle. Dans ce cas, la présence du voltmètre a changé l'intensité du courant dans le dipôle. L'intensité du courant doit être toujours I1. Tout le monde d'accord? En absence et en présence du voltmètre. Pour cela, l'intensité du courant ici doit être quoi? Nul, pratiquement nul ou négligeable. Dans ce cas, I2 à peu près égale quoi? Égale I1. Tout le monde d'accord? Pour cela, le voltmètre joue le rôle d'un interrupteur ouvert et doit être fabriqué d'une grande résistance. Tout le monde d'accord? Maintenant, l'ampèremètre. L'ampèremètre sert à mesurer l'intensité du courant dans le circuit. Tout le monde d'accord? On le branche comment? En série dans le circuit. L'ampèremètre a deux bornes, A et COM. A et COM. Lorsque le courant traverse l'ampèremètre de A vers le COM, l'indication de l'ampèremètre est positive. Lorsque l'intensité du courant, le courant traverse l'ampèremètre du COM vers A, l'ampèremètre indique une valeur quoi? Négative. Maintenant, une remarque. La tension aux bornes de l'ampèremètre doit être nulle ou négligeable. L'ampèremètre, dans ce cas, est équivalent à un fil de connexion. Est équivalent à quoi? À un fil de connexion. Puisque le branchement de l'ampèremètre dans le circuit ne doit pas perturber le circuit, dans ce cas, la tension aux bornes de l'ampèremètre doit être quoi? Nulle ou négligeable, et ça d'après la loi d'additivité des tensions. Maintenant, dans ce cas, la résistance de l'ampèremètre doit être négligeable. Il faut retenir la tension au bord d'un ampèremètre, c'est comme la tension d'un fil de connexion, elle est nulle. L'intensité du courant dans le voltmètre est négligeable ou nulle. Le voltmètre se comporte comme un interrupteur ouvert toujours. L'ampèremètre se comporte comme un quoi? Comme un fil de connexion toujours. Tout le monde d'accord? Maintenant, un nouveau paragraphe, c'est l'oscilloscope. L'oscilloscope, c'est quoi? C'est un appareil qui sert à visualiser une tension électrique. L'oscilloscope visualise la tension électrique. Il trace le graphique de cette fonction en fonction du temps. Le graphique s'appelle quoi? Oscillogramme. Oscillogramme. Le graphique de la tension en fonction du temps s'appelle oscillogramme. Ça, c'est une partie de l'écran de l'oscilloscope contenant une grille présentant au centre deux axes, axe des abscisses représentant l'axe des temps, l'axe des ordonnées correspondant l'axe des tensions électriques. Cette grille est formée de quoi? Des divisions. Ce sont des carrés identiques. L'arrêt d'un carré s'appelle division. Cet arrêt division, cet arrêt division, cet arrêt division, cet arrêt division, cet arrêt division. Tout le monde d'accord? Mais chaque division ou chaque arrêt est formé de quoi? Des sous-divisions. La distance entre deux petits traits
successives s'appelle sous-division. Remarquons sous-division. Ici, sous-division. Tout le monde d'accord? Chaque division contient 5 sous-divisions. Chaque division contient 5 sous-divisions, c'est-à-dire chaque sous-division représente 0,2 quoi division. La distance d'ici jusque-là, la distance entre deux petits traits successifs, c'est 0,2 division. La distance entre deux traits successifs, c'est 0,2 quoi division. L'oscilloscope comportant deux bornes, entrée et masse. Entrée et masse. L'entrée, c'est le symbole d'une flèche. La masse, ça c'est le symbole de la masse. Toujours l'oscilloscope visualise une entrée masse. L'entrée est reliée au point A, la masse est au point B, donc je commence toujours par la lettre reliée à l'entrée, donc ça c'est UAB, UAB. Tout le monde d'accord? UAB. N'oubliez pas, l'oscilloscope, c'est comme le voltmètre, se comporte comme un conducteur, comme un interrupteur ouvert. Le courant qui traverse l'oscilloscope est toujours négligeable ou nul. Maintenant, UAB, si je veux mesurer une tension à l'aide d'un oscilloscope, je veux utiliser son écran. La tension UAB, c'est SV fois Y. C'est quoi SV? C'est la sensibilité verticale. C'est-à-dire, par exemple, si SV 2 volts par division, c'est-à-dire chaque division sur l'axe des ordonnées est équivalent à 2 volts. SV 100 millivolts par division, cela signifie quoi? Chaque division sur l'axe des ordonnées est équivalent à combien? À 100 volts. SV, c'est l'échelle pour l'axe des ordonnées. Toujours UAB SV fois Y. Y est l'ordonnée du point de l'oscillogramme correspondant à la tension UAB. Remarquons, ça c'est par exemple l'oscillogramme de la tension UAB. Si je veux calculer la tension UAB à cette date, je prends cette ordonnée. L'ordonnée est exprimée en quoi? En division. L'ordonnée de ce point multiplié par SV nous donne la tension UAB à cette date. Si je veux calculer la tension UAB à une autre date, à cette date par exemple, ça c'est l'ordonnée du point considéré, je compte le nombre de divisions correspondant à Y ou à l'ordonnée de ce point, en multipliant par SV, on obtient quoi? UAB. Maintenant, si je veux mesurer la durée entre deux points de l'oscillogramme, delta T, qu'est-ce que je fais? Il y a une formule SH fois X. C'est quoi SH? Sensibilité horizontale. C'est-à-dire, par exemple, SH 100 millisecondes par division, c'est-à-dire chaque division sur l'axe des abscisses est équivalent à 10 millisecondes. 10 millisecondes. C'est SH est l'échelle pour l'axe des abscisses. Si je veux calculer la durée séparant deux points de l'oscillogramme, je compte le nombre de divisions correspondant, le nombre de divisions, mais sur l'axe des X, car l'axe des X correspond au temps, je compte le nombre de divisions et je multiplie par SH. On obtient par suite la durée entre deux points de quoi? De l'oscillogramme. Tout le monde d'accord? Ok. N'oubliez pas, l'oscilloscope visualise quelle tension? Entrée-masse. Entrée-masse. N'oubliez pas, chaque sous-division, distance entre deux petits traits, est toujours quoi? 0,2 division. Tout le monde d'accord? UAB SV fois Y, la durée, c'est SH fois X. Tout le monde d'accord? Ok. Maintenant, en ce qui concerne la tension aux bornes d'un générateur électrique à tension constante. Remarquons, ça c'est un générateur ou une pile. Chaque générateur de ce type est caractérisé par sa force électromotrice, sa résistance interne.
La tension UPN, je commence par P. P, c'est-à-dire le pôle positif, N est le pôle négatif. UPN, c'est E moins RI. I est l'intensité du courant débité par cette pile ou ce générateur. Tout le monde d'accord? La force électromotrice s'exprime en volts. La résistance interne de la pile ou du générateur s'exprime en ohms dans le système international et par suite la tension IPN s'exprime en volts dans le système international. La puissance électrique consommée par un dipôle. Maintenant, la puissance électrique consommée par un dipôle, soit un dipôle électrique D, est parcouru par un courant I, alors, dans ce cas, maintenant, puissance électrique consommée par un dipôle. Un dipôle électrique D, parcouru par un courant I, alors, il est soumis à une tension UAB. Quelle est la puissance électrique consommée par ce dipôle? Remarquons, consommée par ce dipôle, c'est le produit UAB fois I. La puissance s'exprime en watts dans le SI, UAB en volts, I en quoi? En ampères. Maintenant, si le dipôle est un conducteur ohmique, par suite, UAB c'est RI et on obtient quoi? RI au carré. Ça, c'est la puissance électrique consommée par un conducteur ohmique. Maintenant, remarquons une remarque très importante. Le conducteur ohmique transforme totalement l'énergie électrique consommée en énergie quoi? Thermique par effet Joule. Le conducteur ohmique prend l'énergie électrique, toute l'énergie électrique et la transforme en énergie thermique ou chaleur. Remarquons, considérons un moteur électrique. Le moteur électrique, pour fonctionner, il consomme de l'énergie électrique. L'énergie électrique consommée se transforme en chaleur et en énergie mécanique. L'énergie mécanique consommée est responsable du fonctionnement de la rotation du moteur. Mais l'énergie thermique apparaît par la chaleur, par l'échauffement de ce moteur pendant son fonctionnement. La lampe pour fonctionner a besoin de l'énergie électrique. Donc la lampe consomme l'énergie électrique pour le transformer en énergie lumineuse ou énergie rayonnante et une énergie quoi? Thermique. Seulement le conducteur ohmique prend l'énergie électrique et la transforme totalement en quoi? En chaleur. Maintenant, loi d'additivité de tension, c'est très facile. UAB c'est quoi? C'est UAM, UMN, NUNI, UIB. Remarquons bien, A est le point de départ, B est le point d'arrivée. Départ, arrivée. Remarquons, les points intermédiaires sont communs entre ça et ça. Le UAM, je termine par M, maintenant je commence par M. MN, je termine par N, puis je commence par N. Tout le monde d'accord? NI, je termine par I, alors je commence par I. Tout le monde d'accord? Maintenant, sous-titre d'application. Qu'est-ce qu'on demande dans cette application? On a le circuit électrique suivant, formé d'un générateur de force électromotrice 12 volts, de résistance interne 1 ohm, débite un courant d'intensité I dans un système formé de deux conducteurs ohmiques. R1, c'est 9 ohms, R2, c'est 15 ohms. Tout d'abord, on va déterminer l'intensité I du courant dans le circuit. Comment on va procéder? Partie A, je vais utiliser la loi d'additivité de tension. Remarquons toujours dans ce genre d'exercice, je commence par le générateur, c'est UPN. Et si je veux travailler sur un générateur, je veux commencer par le pôle positif, PPN, UPN. Maintenant, j'ai deux chemins pour partir de P et arriver à N. PN, soit directement, soit à travers le circuit.
PA, AB, BC, CN. Tout le monde d'accord? C'est-à-dire maintenant c'est UPA plus UAB plus UBC plus UCN. Remarquons, j'ai utilisé d'une manière indirecte la loi d'additivité des tensions. UPN, PA, AB, BC, CN, point du départ, point d'arrivée, point du départ, point d'arrivée. Les points intermédiaires vont être communs. Je termine par A, je veux commencer par A. Je termine par B, je veux commencer par B. Je termine par C, je veux commencer par C, et ainsi de suite. Mais remarquons bien maintenant. Maintenant, remarquons bien, UPA, c'est la tension aux bornes d'un fil de connexion, elle est nulle. UCN, c'est la tension aux bornes d'un fil de connexion, elle est nulle. UPN, c'est quoi? C'est E moins RI, c'est ça la formule. Ça, c'est E moins RI égale UAB, c'est la tension aux bornes d'un conducteur ohmique, c'est RI. Plus ou moins, remarquons le courant traverse R1 de A vers B, ça c'est le sens demandé, c'est plus R1 fois I. UBC de la même manière, plus R2I. Donc, j'ai besoin de I, les connus à part et les inconnus à part. Pardon, j'ai oublié plus RI. Maintenant, je peux mettre I facteur commun. C'est R1 plus R2 plus R. Et par suite, I égale E sur R1 plus R2 plus R. Tout le monde d'accord? Maintenant, on a déterminé I et il en reste seulement l'application numérique, mais une remarque très importante ici. Lorsqu'on travaille dans un circuit purement résistif, circuit contenant un générateur et seulement des conducteurs ohmiques, l'intensité I du courant dans le circuit, c'est E divisé par quoi? Par R équivalente. R quoi? R équivalente. R équivalente. Remarquons bien, le générateur et cet ensemble sont en série. Alors, la résistance équivalente, c'est R1 plus R2 plus la résistance du quoi? Du générateur. Tout le monde d'accord? Toujours, dans un circuit purement résistif, c'est-à-dire ne contient que des résistances. Tout le monde d'accord? I égale la force électromotrice divisée par la résistance équivalente du circuit. Ça, c'est une remarque très importante. Maintenant, l'application numérique, I égale, c'est combien? C'est 12. 9 plus 1, c'est 10. Plus 15, c'est 25. Donc, c'est 0,48 quoi ampères. Ça, c'est l'intensité du courant qui traverse le circuit. Maintenant, dans la partie B, on demande de calculer l'énergie thermique produite par R1 et la pile pendant 1 minute. L'énergie, qu'est-ce qu'on sait? On sait que la puissance électrique consommée par un conducteur ohmique, c'est RI au carré. Cette puissance se transforme totalement en puissance thermique. Ça, c'est aussi la puissance quoi? Thermique. Mais j'ai besoin de l'énergie. On sait que la puissance, c'est quoi? C'est énergie sur la durée, sur le rapport de l'énergie sur la durée. Et par suite, l'énergie égale puissance fois delta T. Tout le monde d'accord? Si je peux trouver la puissance électrique consommée, je peux déterminer la puissance thermique et par suite, j'ai déterminé l'énergie thermique
délivrée ou produite par le conducteur ohmique pendant 1 minute. Maintenant, pour l'énergie thermique pour R1, c'est quoi? Ça, c'est la puissance thermique. C'est RI au carré multiplié par delta T. Mais quel R1? On a R1, on a I, c'est 0,48 ampères. Et on a delta T, c'est 1 minute. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi delta T? 1 minute. Alors, en remplaçant R1 par 9 ohms, I, 0,48 delta T, 1 minute, on va utiliser toujours la durée en secondes dans le système international, c'est 60 secondes. Et par suite, l'énergie thermique produite par R1 est égale 124,416. Quelle est l'unité de l'énergie? Joule. Ça, c'est l'énergie thermique produite par le conducteur ohmique. Maintenant, on va calculer aussi l'énergie thermique produite par la pile pendant la même durée. De la même manière, l'énergie thermique produite par la pile, faites attention, l'énergie thermique est toujours produite par une résistance. La pile a une résistance de combien? De 1 ohm. 1 ohm, donc il suffit d'utiliser ça, mais remplacer R1 par petit r. Delta T. La durée est la même. L'intensité du courant débité par la pile CI, c'est la même intensité du courant qui traverse R1. Tout le monde d'accord? Maintenant, à quoi est égal R? Ça, c'est 1 fois 0,48 au carré fois 60. C'est 13,824 joules. Ça, c'est l'énergie thermique produite par qui? Par la pile. Énergie thermique produite par la pile. Tout le monde d'accord? Maintenant, quelque chose sur le magnétisme. On commence par l'aimant. Ça, c'est un barreau aimanté possédant 2 pôles sud et nord. Ce sont les lignes de champ. Les lignes de champ magnétiques du barreau aimanté traversent ce barreau du pôle sud et sort du pôle nord. Toujours, il ne faut pas oublier cette figure. Je représente le vecteur champ magnétique par B. C'est un vecteur traversant le barreau du sud au nord. L'intensité de B s'exprime dans le système international en Tesla. N'oubliez pas ça. Maintenant, champ magnétique créé par un courant électrique. On sait que tout courant électrique crée dans son voisinage un champ magnétique. Un champ magnétique proportionnel à l'intensité du courant. Ça, c'est B. L'intensité du champ magnétique en un point de l'espace est créée par un courant d'intensité quoi? I. N'oubliez pas que le vecteur champ magnétique change le sens lorsque le courant électrique change le sens. Tout le monde d'accord? Maintenant, la partie intéressante ici, c'est le solénoïde. Le solénoïde est une bobine formée de spires circulaires régulièrement espacées. Ça, elle est la longueur du solénoïde. Lorsque le solénoïde est traversé par un courant électrique I, il crée à son intérieur, à l'intérieur du solénoïde, un champ magnétique parallèle à l'axe du solénoïde, orienté par la règle de la main droite. Rappelons, ses doigts sont dirigés dans le sens de I, la pouce est dirigée dans le sens de B, donc B est orienté dans ce sens. Toujours, le champ magnétique à l'intérieur du solénoïde, c'est-à-dire loin des bords, est uniforme et constante, parallèle à l'axe du solénoïde, orienté selon la règle de la main droite. L'intensité
de ce vecteur champ magnétique qui est constant dans cette région, c'est mu0 ni sur L. Mu0 ni, mu0 c'est la perméabilité magnétique du vide, c'est 4π10-7 SI, c'est une constante. N minuscule, c'est le nombre de spires par mètre de longueur. N est le nombre de spires ici, L est la longueur du solénoïde. Tout le monde d'accord? N'oubliez pas, le vecteur champ magnétique est toujours dirigé du pôle sud au pôle nord, selon cette figure. L'intensité du champ magnétique s'exprime en Tesla. Le courant électrique crée un champ magnétique proportionnel à l'intensité du courant. Le champ magnétique change le sens lorsque le courant électrique change le sens. Et finalement, le champ magnétique à l'intérieur d'un solénoïde est toujours constante, uniforme, parallèle à l'axe du solénoïde, orienté selon la règle de trois doigts de la main, selon la règle de la main droite. Les quatre doigts sont pour le courant, la pouce pour B. L'intensité de ce vecteur champ magnétique, c'est mu0 ni sur L ou mu0 ni. N est le nombre de spires par mètre de quoi? De longueur. mu0 c'est 4π10-7 SI, c'est une constante universelle. Maintenant, la dernière partie du rappel, c'est la force de Laplace ou la force électromagnétique. C'est quoi la force électromagnétique? C'est la combinaison d'un champ magnétique avec un courant électrique. Tout fil conducteur parcouru par un courant et soumis à un champ magnétique subit une force qui s'appelle force de quoi? Force de Laplace ou force électromagnétique. Maintenant, remarquons bien, ça c'est un fil rectiligne Mn parcouru par un courant électrique et soumis à l'action d'un champ magnétique uniforme. Alors, le fil Mn est soumis à une force électromagnétique ou force de Laplace F. Tout le monde d'accord? Quelles sont les caractéristiques de cette force? Cette force a pour origine au milieu de Mn, à condition que le champ magnétique doit être quoi? Uniforme. Uniformément distribué sur le segment Mn. On parle d'une partie rectiligne Mn et d'un champ magnétique uniforme qui agit sur cette partie. Uniformément réparti le champ sur cette partie du fil. L'origine, c'est au le milieu de Mn. L'origine de F ou le point d'application de F, c'est le milieu de quoi? De Mn. Direction perpendiculaire au plan formé par B et Mn. Rappelez, ça c'est B par exemple, ça c'est Mn. B et Mn forment un plan comme ça. Ça, c'est le plan formé par B et Mn. Ça, c'est B, ça, c'est Mn. Ça, c'est le plan formé par B ou Mn. F est perpendiculaire à ce plan, comme ça, perpendiculaire à ce plan. Ma main représente le plan BMN. F perpendiculaire à ce plan. Ça, c'est la ligne d'action de quoi? De F. Ça, c'est la ligne d'action de F, perpendiculaire au plan BMN. Le sens de F est déterminé par la règle des trois doigts de la main droite. Rappelez, la pouce c'est I, l'index c'est B, le majeur c'est quoi? C'est F. Tout le monde d'accord? Pouce I, index B, majeur F. Maintenant, I vers le haut, X signifie B entre dans le tableau et sort de l'autre côté. Remarquons, pour le symbole point, c'est-à-dire le vecteur B sort du tableau. Maintenant, I, B, F, I, pouce, B, index, F, majeur. Tout le monde d'accord? Selon la règle 3 doigts de la main droite, on peut orienter la force F sur sa ligne d'action qui est perpendiculaire au plan formé par B et quoi?
et Mn. Remarquons bien, si je change le sens de I est vers le bas, d'accord? B dans ce sens, alors F dans l'autre sens. Maintenant, F change le sens lorsque I change le sens. Il en est de même pour B. Si B change le sens, B c'est-à-dire dirigé dans ce sens, vers vous, tout le monde d'accord? Maintenant, I, B vers vous, F est dans le sens opposé maintenant. Lorsque I ou B change le sens, alors F va changer quoi? Le sens. Maintenant, quelle est la norme de cette force? C'est I en valeur absolue. Parfois, on peut avoir des valeurs négatives de I, c'est-à-dire I circule dans le sens négatif. B, l'intensité du champ magnétique, la longueur de Mn, la longueur de la partie soumise au champ magnétique, fois sinus de l'angle entre B et Mn. Généralement, cet angle est quoi? Est 90 degrés. B et Mn sont perpendiculaires dans la plupart des cas. Maintenant, une remarque très importante. Si Mn parallèle à B, c'est-à-dire l'angle entre les vecteurs Mn et B, soit 180 degrés, soit 0 degrés, dans les deux cas, le sinus de cet angle est 0, le sinus de 0 c'est 0, le sinus de 180 degrés c'est 0, et par suite, la force électromagnétique est nulle. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Ça, tout ce qui concerne sur le magnétisme.